Mes chers élèves de la troisième année APEC Biof, veuillez suivre avec moi la correction de l'examen régional, session juin 2019. Région Rabat Salé Kenitra. Le premier exercice est pour 12 points. Premièrement, complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante. On a translation, retardé, repos, mouvement, constante, répartir, rotation, relative, la trajectoire, accélérée, à distance. La première phrase. Si la position d'un corps S change par rapport à un autre objet pris comme référentiel, nous disons que le corps S, bien sûr, il est en mouvement. Et si sa position reste constante, nous disons que le corps S, bien sûr, il est au repos. Alors, le mouvement et le repos sont deux notions, puisqu'ils sont liés au référentiel, donc ce sont deux notions relatives. La deuxième phrase. La ligne qui joint l'ensemble des positions successives occupées par le corps durant son mouvement est appelée trajectoire, trajectoire du mouvement. Et on a trois sortes de trajectoires, soit rectiligne ou circulaire ou curviligne. Pour la troisième phrase, un corps mobile est en mouvement de si tout vecteur joignant deux points quelconques de ce corps reste parallèle à lui-même. Donc ici on parle de mouvement qui est de translation. On a deux types de mouvements, soit de translation ou de rotation. Le mouvement d'un corps solide est uniforme si sa vitesse, bien sûr, c'est les constante. Le mouvement d'un corps solide est si le corps parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des durées successives et égales, on dit qu'elle est accélérée. La dernière phrase, une force de contact peut être localisée. Donc, s'il n'est pas localisé, on dit qu'il est réparti. La deuxième question, répondre par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient. Pour la première phrase, la vitesse moyenne est exprimée par la relation V égale D qui multiplie T. On sait bien que la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps mis pour parcourir cette distance. Donc on dit faux. La phrase B. Le poids est une force de contact répartie exercée par la Terre sur un corps. Oui, le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un corps, mais ce n'est pas une force de contact. Elle est à distance. Faux. Pour la phrase C, la distance d'arrêt dA est exprimée par la relation dA égale dr moins df. Non, ici on doit avoir dr plus df et pas dr moins df. Faux. La phrase D, l'intensité d'une force se mesure à l'aide d'un dynomètre. Vrai. La masse est une grandeur physique, oui, mais il n'est pas lié au lieu. Il est lié à la quantité de matière. Faux. La phrase F, une action mécanique peut modifier la trajectoire du mouvement d'un corps. Oui, c'est vrai. On passe à la question suivante. Troisièmement, relié par une flèche, chaque grandeur dans le groupe 1 a son unité internationale dans le groupe 2. Pour la vitesse, c'est le mètre par seconde. Et pour l'intensité de la pesanteur, c'est le newton par kilogramme.
L'intensité d'une force, elle est exprimée en newton. Et la masse, bien sûr, c'est en kilogrammes. La question numéro 4. Détermine le type de mouvement des corps suivants en utilisant les deux mots, translation ou rotation. Le mouvement de l'aiguille d'une montre, c'est un mouvement de rotation parce que si on prend deux points différents de cette aiguille au cours de rotation, donc ces deux points vont décrire des trajectoires circulaires autour du même axe. Donc on dit ici rotation. Pour la carrosserie de la voiture, dans une route qui est sur une route qui est rectiligne, donc c'est en translation. Et pour le mouvement de la nacelle, voilà la nacelle, d'une grande roue, donc la grande roue c'est en rotation, il a un mouvement de rotation, mais les nacelles ont un mouvement qui est de translation. La question numéro 5. On attache une boule homogène, c'est-à-dire que soit elle est conçue de la même matière, ou s'il y a plusieurs matières, elles doivent être bien mélangées, afin que le centre de gravité soit au centre. On attache une boule homogène de masse M et de centre de gravité G par un fil au point A, comme le montre bien sûr la figure. La boule est en équilibre et on a comme donné, elle a une masse qui est de 200 grammes et G, qui est l'intensité de pesanteur, égale 10 newtons par kilogramme. 5.1. Faire le bilan des forces exercées sur la boule. Donc la boule, ici, va jouer le rôle du système étudié. Le système étudié ici, la boule. Voilà. Et on a comme force, la force exercée par le fil on va choisir comme symbole pour cette force le vecteur T. Et on a une deuxième force qui est exercée par la Terre, c'est le poids de la boule. Classer ces forces en force de contact et en force à distance. Pour T, c'est une force de contact, parce que le fil et la boule sont le contact entre eux, c'est en ce point qui est A. Et pour la Terre, il exerce à distance une force sur la boule. Déterminer les caractéristiques des poids de la boule. On sait qu'il y a 4 caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, qui est la droite d'action aussi, le sens et l'intensité. Pour le point d'application, la Terre exerce une force sur cette boule en ce point qui est le centre de gravité, c'est le point G. La droite d'action, c'est la verticale qui passe par le point G. Le sens, c'est vers le centre de la Terre, c'est vers le bas. Et pour l'intensité, on doit la calculer. On sait bien que le P égale M qui multiplie G, c'est-à-dire l'intensité de poids égale la masse qui multiplie l'intensité de pesanteur. On a comme donné M c'est 200 grammes, G 10 newtons par kilogramme. On va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Ça va donner que P égale 2 newtons. Rappelez les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide soumis à deux forces, par exemple F1, F2, est en équilibre, alors ces deux forces ont
la même droite d'action, dite aussi direction ou ligne d'action. Elles ont la même intensité. Dans ce cas, c'est F1 égale F2, bien sûr, sans flèche. Et elles ont des sens opposés. Si on fait la somme de ces 10 vecteurs, ça va donner le vecteur nul. En appliquant les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, déterminer les caractéristiques de la force exercée par le fil sur la boule. Pour le point d'application, c'est le point A, c'est-à-dire c'est le point de contact entre le fil et la boule. La droite, on va essayer, selon les conditions d'équilibre, ces deux forces ont la même droite d'action, qui est verticale, qui passe par A, elle passe aussi par G. Le sens, ils ont deux sens opposés. Donc ici c'est vers le bas, donc pour l'autre c'est vers le haut. Et pour l'intensité, puisque P égale 2 newtons, donc on a T égale P égale 2 newtons. Représentez sur la figure les deux forces exercées sur la boule en choisissant comme échelle 1 cm pour 1 newton. Selon l'échelle proposée, on représente les deux forces T et P, c'est-à-dire la force exercée par le fil sur la boule et la force exercée par la terre sur la même boule, par deux flèches ayant comme longueur 2 cm pour chacune. Voilà, on va représenter la première force. On a 2 cm ici, et on va écrire T, le vecteur T. Et pour l'autre, c'est la même chose. Et on voit bien que cette boule est en équilibre sous l'action de deux forces qui sont ici T et P. Ces deux forces ont la même ligne d'action, c'est la même droite d'action. Elles ont de sens opposés. Elles ont la même intensité puisqu'elles ont la même longueur. Nous brûlons le fil et en réalisant une chronophotographie, c'est-à-dire pour prendre des photos successives de la boule lorsqu'elle tombe en des intervalles de temps égaux. La figure séquente représente les différentes positions successives occupées par le centre de gravité G. La durée qui sépare la prise de deux images successives est delta de t égale 20 millisecondes. En observant la figure, déterminez en justifiant la réponse la nature du mouvement de G. Puisque les distances augmentent au cours du temps, on dit que le mouvement est accéléré, bien sûr. On a ici G0, la distance G0, G1 est inférieure à G1, G2, ainsi de suite. Le mouvement du point G est accéléré car les distances parcourues par la boule pendant la même durée augmentent. B. Donne l'expression de la vitesse moyenne du G entre les deux points G3 et G5. Calculez cette vitesse et donnez sa valeur. On sait que la vitesse égale D sur T, et ici c'est G3, G5, et T, on a 2 fois T, delta de T. Voilà, on a la distance qui est G3, G5, et on a 2 fois delta de T. Application numérique. Pour la distance, on a cette échelle. Voilà 1 cm, 1 cm, 2, 3. Et pour chaque division, on a 0,2, 0,1. Donc ça va donner 3,2 cm.
Et pour delta de t, c'est 20 millisecondes. Quand on va la multiplier par 2, ça va donner 40 millisecondes. Et on essaie de convertir en secondes parce que la vitesse est demandée en mètres par seconde. Et la même chose pour la distance, ici en centimètres, on doit la convertir en mètres. Exercice numéro 2. Les deux conducteurs, Mohamed et Oumaima, parcourent la même distance D égale 10 km sur une autoroute à deux vitesses constantes différentes. La durée nécessaire pour parcourir la distance D par Mohamed est delta Tm égale 4,5 minutes et par Oumaima est 6 minutes. La vitesse maximale autorisée sur la route est 120 km par heure. Premièrement, calculer en km par heure la vitesse de Mohamed et la vitesse de Oumaima. Pour calculer la vitesse par Mohamed, Vm égale D sur delta de T. C'est le temps mis par Mohamed pour parcourir cette distance qui est des kilomètres. On va remplacer chaque variable par sa valeur. On a divisé par 4,5 minutes. On doit la convertir en heures. Donc on va diviser par 60. On va obtenir 0,075 heures. Si on fait la division, on aura la vitesse de Mohamed, c'est 133,33 km par heure. Et la même chose pour Oumaima, VO égale D sur delta TO. Donc la distance c'est 10 km. Il a parcouru cette distance en 6 minutes. Donc c'est 10 km divisé par 0,1 heure, c'est-à-dire 6 minutes divisé par 60, elle donne 0,1 heure. Le résultat c'est 100 km par heure. Deuxièmement, lequel des deux conducteurs n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute? Ici, la question, c'est on doit trouver le conducteur qui n'a pas respecté la vitesse maximale. Mohamed est le conducteur qui n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute, car sa vitesse était 133,33 km par heure. Par contre, la vitesse maximale, c'est 120 km par heure. Troisièmement, donner un conseil approprié au conducteur qui enfreint le code de la route. Ça, c'est le verbe enfreindre, c'est-à-dire ne pas respecter. Et si le conducteur doit respecter le code de la route en général et surtout les limitations de vitesse, parce qu'il n'a pas respecté la vitesse autorisée. L'exercice numéro 3. Un conducteur d'une voiture qui roule sur l'autoroute à une vitesse V égale 90 km par heure a été surpris après avoir vu un obstacle sur la route à une distance D égale 120 mètres. Dès qu'il a vu l'obstacle, le conducteur a pris la décision de s'arrêter pour éviter de heurter l'obstacle. Les données. La durée de la réaction du conducteur est delta TR égale 1 seconde. La distance de la réaction est donnée par la formule DR égale V qui multiplie delta de TR. La distance d'arrêt est donnée par la formule dA égale dR plus dF. La vitesse maximale autorisée sur la route est V max égale 120 km par heure. Le tableau suivant montre la distance de freinage dF sur une route sèche et une route mouillée. La vitesse ici de la voiture c'est 90 km par heure. Premièrement, la voiture a-t-il heurté l'obstacle? Justifiez la réponse. Dans le cas d'une route sèche, bien sûr,
On a dA égale dr plus df. Pour dr égale v qui multiplie delta de tr. La vitesse, c'est donné, c'est 90 km par heure et delta de tr, c'est 1 seconde. On va remplacer chaque variable par sa valeur et on doit convertir ici par mètre par seconde. C'est-à-dire on va diviser 90 par 3,6. Ça va donner 25 mètres par seconde. On va la multiplier par 1 seconde. On va simplifier seconde par seconde. Et dr sera en mètres. C'est-à-dire dr égale 25 mètres. Donc, dA égale 25 mètres plus, revenons au tableau. Puisque la vitesse est 90 km par heure et on est dans le cas où la route est sèche, donc ça sera df sera égal à 56 mètres. Le résultat, dA c'est 81 mètres. La voiture ne va pas heurter l'obstacle car dA qui est égal à 81 mètres est inférieur à d qui est égal à 120 mètres. Dans le cas d'une route mouillée, on a dr égale 25 mètres, elle ne change pas, n'a rien à voir avec la route, c'est les sèches ou mouillées. Et pour la distance de freinage, c'est 106 mètres. Et on va faire la somme. Ça va donner 127 mètres. Donc, dans ce cas, il ne va pas heurter. Elle va heurter l'obstacle car dA, c'est la distance d'arrêt égale 127 qu'on vient de calculer, c'est 127 mètres, qui est supérieur à la distance qui sépare le conducteur à cet obstacle. Déduire le facteur affectant la distance d'arrêt dans ce cas. Donc ceci, c'est là une liaison, il est en relation avec la route qui est mouillée. On a le problème dans la distance de freinage. C'est l'état de la route qui est mouillée. Et à bientôt et bon courage.